Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation et à la configuration d'un serveur dédié. Donc dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à configurer son premier serveur. Alors avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un serveur dédié? Un serveur dédié, contrairement à un hébergement mutualisé, c'est un hébergeur qui va vous fournir une machine, ou vous-même qui achetez une machine que vous branchez chez vous, mais bon, il y a assez peu de chances que vous fassiez ça. Donc en général, c'est un hébergeur qui va vous fournir une machine complète et qui va vous dire, ben voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre machine. Donc contrairement à l'hébergement mutualisé, vous n'avez rien installé. Donc ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Vous ne pouvez pas forcément installer du web, vous pouvez installer des serveurs de jeu ou n'importe quoi. Et vous allez avoir vraiment la capacité de tout configurer. Donc pour cette vidéo là, moi je fonctionne sur un serveur qui me suffit. Donc qui me suffit, c'est une branche d'OVH. Donc c'est un serveur entrée de gamme. Je vous remontre les configurations au cas où vous voudriez avoir les mêmes configurations. J'ai pris un serveur entrée de gamme à, alors c'était à l'époque, je ne sais plus à combien il est. J'ai pris une distribution nue, c'est-à-dire qu'ils nous ont installé juste le système d'exploitation, donc aucun logiciel préconçu dessus. Et j'ai choisi Debian 6 parce que c'était la dernière version et c'était en 64 bits. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas administrateur serveur de formation. J'ai fait ça juste au fur et à mesure, j'ai essayé d'apprendre sur le tas. Donc s'il y a des petites corrections ou des choses que je dis qui sont des grosses boulettes, n'hésitez pas à me le préciser, je ne me mettrai pas en colère, il n'y a pas de raison. Ça aidera tout le monde. Donc voilà, moi j'ai pris une distrib nue et j'ai cliqué ici et après bon, j'ai payé et compagnie. Donc ça, j'imagine que vous l'avez sûrement déjà fait ou que vous allez le faire. Et au final, vous vous retrouvez avec ce fichier-là, un petit mail qui vous donne l'IP de votre serveur et un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et vous devez vous démerder avec ça. Alors comment ça fonctionne? Pour vous connecter à votre machine et pour pouvoir lui communiquer les informations que vous voulez lui demander de faire, vous allez devoir utiliser un protocole particulier, c'est le protocole SSH. Donc ce protocole, vous avez deux manières de l'utiliser. Soit vous êtes sur Mac ou Linux, donc un système Unix. Et dans ce cas-là, vous avez normalement SSH qui est déjà compris dans votre système. Vous allez dans le terminal, vous faites SSH, le nom d'utilisateur @l'IP de votre machine. Voilà. Et ensuite, vous appuyez sur Entrée. Et après, on va vous demander en général le mot de passe. C'est possible qu'on vous demande est-ce que vous voulez rajouter cette IP au nom à votre série d'autres connus. Vous mettez Yes. Là, moi, je l'ai déjà fait, donc ça ne s'affiche pas. Mais voilà, vous mettez Yes, si vous mettez No, vous ne pourrez pas vous connecter de toute façon. Et là, vous mettez votre mot de passe. Et une fois que vous avez fini, vous allez être connecté. Donc ça, c'est la première technique. Si vous êtes sur Windows, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas cette commande SSH dans votre système. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le logiciel PuTTY. Donc c'est un logiciel qui est plutôt sympa. Alors vous allez vous chercher sur Google PuTTY. C'est vite fait, hein. Vous allez sur la page de téléchargement, vous le téléchargez. C'est un exe, il n'y a pas d'installation du tout. Vous double-cliquez dessus, exécutez. Là, vous mettez votre IP. Hop, elle est ici. Vous appuyez sur Open. Là, il va vous demander avec quel utilisateur vous voulez que vous vous connectez. Donc moi, c'est root. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe. Alors, pour copier-coller sur PuTTY, c'est très simple. Vous faites clic droit pour coller. Donc ici, sur PuTTY, clic droit. Je viens de copier le code et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc ça, c'est les deux manières de se connecter à votre machine. Donc là, avec ce système-là, vous vous retrouvez sur votre machine à distance et vous êtes parti. Donc pour commencer, on va déjà mettre à jour notre machine. Donc on fait apt-get update. Donc là, ça va mettre à jour les paquets synaptiques. Ensuite, pour installer les mises à jour, vous faites apt-get install. Donc normalement, ma machine est déjà à jour, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, ces petites commandes apt-get, c'est la commande principale qu'on va utiliser pour installer à peu près tous les logiciels qu'on va avoir besoin d'utiliser. Donc maintenant, par exemple, je veux installer Apache 2. C'est le système qui va nous permettre de gérer l'affichage des pages web. C'est-à-dire que là, si je vais sur mon IP, alors je vais fermer un petit peu tous les blocs-notes que j'ai ouverts pour rien, voilà. Si je vais sur cette IP, vous voyez que mon navigateur retourne une erreur, c'est-à-dire qu'il ne voit rien. Par contre, si avec une autre commande, je fais ping et je ping cette IP-là, vous voyez qu'il y a un retour. Donc ma machine est bien en ligne, mais par contre, elle n'a pas de quoi interpréter la requête du navigateur. Du coup, on est obligé d'installer Apache 2. Donc apt-get install Apache 2. Vous appuyez sur Entrée. Donc là, ça va vous dire tous les paquets qui vont être téléchargés parce que Apache 2 a besoin de sous-paquets. Vous mettez Yes ou O, suivant que votre système soit en français ou en anglais. Donc moi, c'est en français, donc je mets O. Vous appuyez sur Entrée. Ça va tout télécharger. Tout va s'installer normalement sans rien vous demander. Donc voilà, là ça a fini, donc ça met plus ou moins de temps suivant votre machine.
Et si maintenant vous vous reconnectez à votre machine, vous voyez que sur le navigateur, hop, vous avez votre première page. Et du coup, voilà, vous voyez que c'est relativement simple. Alors vous allez voir que ça suffit pas, hein, il y a pas mal d'autres choses à configurer. Alors comment déjà ça fonctionne? À page 2, page 2 va chercher dans un certain dossier. Alors pour le dossier, je vais à la racine, ça se trouve dans /var/ww. Et là, si vous faites un ls, vous voyez que vous avez bien votre fichier index.html. Je l'édite avec Nano. Et là, en éditant, alors tiens, il est color, c'est pas forcément super pratique, mais vous voyez que j'ai mon document qui est bien ici. Donc si vous voulez faire des petites modifications, voilà, CTRL X pour sauvegarder. Oui, je suis d'accord. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors, maintenant, on va voir comment mettre en place un nom de domaine qui va rediriger vers cette machine-là. Donc, imaginons, je vais prendre un domaine particulier, je vais l'appeler nom de domaine. On va faire simple. Alors, la première chose à faire, c'est de modifier le fichier host de votre système pour qu'il croit que ce nom de domaine pointe bien vers cette IP. Parce que sinon, vous êtes obligé de changer les DNS de votre nom de domaine et ça peut être chiant si votre serveur n'est pas bien configuré. Donc là, en fait, on va tester en disant à notre machine, bon, ben, ce nom de domaine correspond à cette IP-là. Donc pour tromper votre machine, il faut modifier ce fichier-là, le fichier host qui se trouve, alors sur Windows, il se trouve dans C, ou votre système le disque de votre système d'exploitation, Windows, Système 32, Drivers, etc. Vous l'éditez, donc moi je l'édite avec Notepad++, et là vous mettez dans un premier temps l'IP de votre serveur, 94.23.38.120 dans mon cas, et ensuite le nom de domaine, donc nom de domaine.fr. Si vous êtes sur Linux, ça se trouve dans le dossier /etc/hosts avec un S. Beaucoup plus simple à trouver pour le coup. Donc vous allez en terminal, vous faites alors sur Mac, je crois qu'il faut faire un sudo nano /etc/hosts pour pouvoir le modifier avec l'utilisateur root. Voilà. Donc ici, maintenant, si j'ouvre une nouvelle fenêtre et que je fais nom de domaine.fr, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors moi, mon but, au final, c'est d'avoir un utilisateur qui a un site, qui a un nom de domaine. Donc ici, sur mon serveur, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc je fais user_add, nom de domaine. Alors je lui donne le même nom que le nom de domaine, histoire de ne pas me tromper, de ne pas me mélanger les pinceaux. J'appuie sur Entrée. Et du coup, si vous avez bien créé cet utilisateur, vous allez dans le dossier /home, qui contient normalement les dossiers de chaque utilisateur, vous faites un ls, et vous voyez que vous avez votre dossier nom de domaine qui appartient normalement bien à cet utilisateur-là. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Donc l'utilisateur là, il a bien le droit d'écriture. Alors pourquoi je fais cette vérification là? Tout simplement parce qu'après, quand je vais configurer le FTP, je vais vouloir faire en sorte que l'utilisateur puisse écrire ce fichier là. Donc je vais dans ce dossier là, c'est des noms de domaine. Je vais créer un dossier www qui va contenir son premier site. Voilà. Donc maintenant mon but c'est de faire en sorte que quand je fasse nom de domaine, ça redirige vers ce dossier là. Ce dossier /home/nom de domaine /ww. Alors là, je vais créer vite fait un petit fichier index.html bidon. Je fais nano www/index.html. Je écris P, salut les gens. P, CTRL X, je sauvegarde. Voilà. Alors maintenant, comment configurer ça? Tout simplement, il va falloir créer des sortes d'alias. Alors vous allez dans la page 2, donc vous faites cd /etc/à page 2. Donc là, normalement, il y a plusieurs dossiers qui sont importants. Vous avez mods available qui contient l'ensemble des modes qui sont dispo et mods enabled qui contient l'ensemble des modes qui sont activés, et vous avez la même chose pour les sites. Du coup, nous, on veut activer un site. Alors, on va aller se placer dans sites available. Donc, c'est des sites-available. Et là, on va créer un petit fichier qui a le même nom que notre nom de domaine. Donc ici, nano. Alors déjà, je vais lister pour voir ce qu'il y a déjà. Voilà, il y a default, default.ssl. Donc je fais nano, nom de domaine.fr. Donc là, ce fichier, c'est toujours la même façon. Alors, vous ouvrez l'accolade, vous ouvrez avec le signe inférieur, vous faites virtual host, étoile 2.80. Ça veut dire que ça va fonctionner sur le port 80 qui est le port par défaut des navigateurs. Donc je ferme ça, virtual host. Donc là, on crée un nom d'hôte virtuel et vous allez voir que c'est ce qui va nous permettre de le relier après avec le nom de domaine. Donc ici, vous faites serveur admin et vous mettez l'adresse email de l'administrateur de ce nom de domaine là. Donc ça, c'est utile en cas de panne. Si jamais je crois que ça affiche des messages d'erreur, ça peut afficher cette information là. Ensuite, c'est là que c'est important, vous mettez le nom, server name, et là c'est le nom de domaine.fr. Et
serveur alias. C'est ça qui est important, c'est ce qui va vous permettre de dire les noms de domaine qui vont être rattachés donc à notre serveur, qui vont remplir cette règle-là. Donc ici, si je veux rediriger nom de domaine.fr, je fais nom de domaine.fr. Si je veux que www.nom-de-domaine.fr redirige aussi, je fais ça. Et si je veux que tous les sous-domaines pointent, je fais étoile.nom-de-domaine.fr. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, tous les sous-domaines, même le www, redirigera bien sur cette règle-là. Ensuite, je précise avec document root où se trouvent les dossiers correspondant à cette adresse-là. Donc ici, moi, c'est /home, /www, /nom de domaine. Ensuite, je vais préciser donc les informations de base liées à ce dossier-là, donc les permissions, les choses comme ça. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, vous pouvez mettre un point htaccess à la racine et puis faire d'autres choses. Donc là, moi, je vais mettre directory /home /www /nom de domaine. Voilà, et y mettre par exemple quelques règles. Donc déjà, faire options-indexes. Alors ça permet quoi? Ça permet de dire que si jamais on rentre dans un dossier, tu n'indexes pas, tu n'affiches pas la liste des dossiers qui sont visibles. Ben ça permet déjà d'avoir un minimum de sécurité. Et ensuite, par exemple, on va mettre allow override all. Ça veut dire que le point htaccess va pouvoir complètement overrider, donc écraser mes règles et définir des règles supplémentaires. Donc vu que je suis administrateur de tous mes sous-domaines et tous mes noms de domaines qui vont être hébergés sur cette machine-là, je sais que sur les points htaccess, je peux mettre n'importe quoi, donc il n'y a pas de problème. Si vous hébergez des sites d'autres personnes, pensez à limiter un peu plus ces informations-là. Donc là, après, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire de votre serveur. Donc j'ai fini, je fais CTRL-X, je sauvegarde. Donc là, je me retrouve dans les sites available avec mon nom de domaine. Si je veux activer ce site, je fais A2EN mode comme à page 2 enable mode enable site A2EN site et vous mettez nom de domaine.fr. Vous faites ça, ça va activer ce site là et ensuite vous redémarrez Apache ou vous rechargez juste la configuration en faisant ça. La commande qui vous donne juste au-dessus. Donc là, vous voyez que j'ai une petite erreur, pas de problème, je réédite mon fichier. Donc là, tout simplement, j'ai oublié ici, hop, un petit O et un R. Voilà. CTRL-X, O, on retente. Alors vous pouvez, hop. Et là, ça fonctionne bien. Alors là, par exemple, vous voyez qu'ici, il me dit que ce dossier n'existe pas. Je me suis encore trompé. On recommence. Donc là, c'était pas /home /w, c'était /home, le nom d'utilisateur, donc qui était nom de domaine, suivi de www. Avec seulement 3 W, là pareil. Du coup, j'enlève ce W là. CTRL-X, je sauvegarde. Alors, maintenant, je redémarre ma config Apache. Je vois que cette fois-ci, ça a bien marché. J'appuie sur mon nom de domaine et vous voyez qu'ici, cette IP, mon IP continue à pointer vers l'adresse standard. Par contre, le nom de domaine, l'alias est bien pris en compte. Du coup, quand je changerai mes DNS pour ce serveur-là, j'aurai pas de problème. Donc ça, c'était la première chose, comment configurer un nom de domaine. Donc là, c'est la base. Alors, je vais revenir sur mon dossier /home /nom de domaine /ww. Je vais supprimer ce fichier index.html. Je vais créer un fichier index.php. Et ici, je vais mettre un petit PHP info pour voir un petit peu sur qu'est-ce que j'ai comme information sur le serveur. Hop. CTRL-X. J'actualise ma page. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça télécharge. C'est bizarre. Tout simplement parce que par défaut, Apache n'a pas PHP d'installer. Du coup, il va falloir le configurer. Du coup, il faut l'installer. Alors, hop, je retourne sur ma ligne de commande. apt-get install. Je vais l'installer comme librairie d'Apache. Donc, lib apache 2-mode-php5. Vous appuyez sur Entrée. Vous cliquez sur OK. Vous voulez tout installer. Et tout va s'installer. Voilà. Donc du coup là je vais redémarrer Apache pour qu'il prenne bien en compte ce plugin là. Donc init.d/apache2 restart. Ça redémarre Apache, j'actualise. Donc là par exemple j'ai une erreur. Alors cette erreur elle est volontaire. Dans le fichier index.php j'ai fait une erreur. Alors comment voir et comprendre les erreurs qu'on a? Tout simplement tous les logs et tous les problèmes vont aller dans un seul fichier ou dans une série de fichiers qui vont se trouver dans le log. Alors pour avoir les logs vous allez dans le dossier var/log. Donc là, vous allez voir, il y a plein de logs différents. Donc là, notamment, il y a un dossier Apache 2. Voilà, pareil. Et vous voyez que vous avez un fichier error log. Donc moi, c'est ce fichier qui m'intéresse. Donc ici, je vais faire
nano slash var slash log slash apache2 slash errorlog. Et là, hop, il me dit par exemple que la fonction php-info n'existe pas. Du coup, je fais nano index.php et je mets la bonne fonction. CTRL-X-O et on est reparti. Et là, vous voyez bien que mon PHP est bien compris et que tout fonctionne bien. Donc après, si vous avez besoin d'installer d'autres librairies, pas de problème, toujours la même chose, vous faiت un apt-get install. Donc par exemple, une librairie qui est plutôt utile, qui n'est pas installée par défaut, c'est apt-get install, la librairie GD qui vous permet de travailler avec des images. Donc vous faites php5-gd. Et tout se fait tout seul, vous installez comme ça, hop. Une autre librairie que je vous conseille aussi d'installer, c'est CURL, qui vous permet en fait de pinguer une adresse, donc c'est php5-curl. Hop, apt-get, j'ai oublié le petit install. Voilà, pareil. Et hop, vous lancez l'installation. Alors là, pensez, hein, chaque fois que vous faites des installations, hop, vous prenez Apache et vous redémarrez. Restart. J'actualise et maintenant si je descends un petit peu plus, hop. Vous voyez que CURL ou curl, je ne sais pas comment ça se prononce, est bien installé et normalement la librairie GD, pareil, est bien installée. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc de base. Maintenant un autre élément dont vous allez avoir besoin, c'est évidemment d'une base de données. Un site PHP sans base de données, c'est un petit peu triste. Donc juste avant, on va revenir sur un petit point de configuration, c'est la gestion des erreurs. Donc je vais rééditer nano index.php. Et je vais remettre ma petite erreur, voilà. Et si j'actualise, vous voyez que je tombe sur l'erreur 500. Le serveur ne renvoie pas d'erreur. Si vous voulez afficher les erreurs, c'est très simple. Il faut aller dans le fichier de configuration de PHP et modifier ça. Alors, toutes les configurations, c'est dans le dossier etc. Vous allez trouver les logiciels qui sont installés sur votre machine. Donc, vous allez dans le dossier PHP5. Et hop, vous allez dans conf.d. ls. Alors là, je nettoie un petit peu voilà, les commandes avec la commande clear hein, parce qu'on y retrouvera plus. Alors là, vous allez trouver le fichier php.inic, donc vous l'éditez. Moi, là, je vais l'éditer tout simplement avec la commande vim parce qu'elle est plus simple à utiliser. C'est une commande qui est peut-être un peu plus compliquée à comprendre, mais au final, elle a beaucoup plus de possibilités. Donc là, je vais chercher par exemple display-errors. Donc je fais /display-error ou juste error. J'appuie sur entrée, ça me le trouve. J'appuie sur n, ça me le retrouve ailleurs. Et là, vous voyez que j'ai les erreurs à off. Donc j'appuie sur I pour passer en mode d'insertion. Je supprime le off et je mets on. Je fais échappe pour sortir du mode d'insertion et je fais $W pour sauvegarder et Q pour quitter juste après. Donc voilà, moi Vim, je préfère l'utiliser, mais après c'est clair que c'est plus compliqué. Mais là pour le coup, ça m'évitait d'aller chercher avec Nano le système. Alors, maintenant ce que je dois faire, c'est redémarrer. Donc /etc, /apache2 comme d'habitude, hop, /init.d plutôt, /apache2. Restart. J'actualise et là vous voyez que cette fois-ci maintenant les erreurs sont affichées côté front. Donc après à vous de voir, ça c'est vraiment une question de préférence et aussi de sécurité. L'avantage c'est que si vous n'affichez pas les erreurs, la personne va avoir du mal à comprendre et à trouver les failles. Donc ça peut être sympa. Donc après il y a d'autres configurations notamment sur le système d'upload, bon à vous de voir. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est installer MySQL. Donc MySQL c'est vraiment vital et vous allez avoir besoin au niveau base de données. Donc apt-get install MySQL-server. Je suis d'accord, je veux installer tout ça. Donc là, il me demande le nom d'utilisateur de route. Donc ça, c'est très important de ne pas se tromper. Moi, je vais mettre 4.0. Voilà. Alors ça, je vous déconseille de faire ce que je suis en train de faire parce que 4.0, c'est absolument abominable au niveau sécurité. Hein. Donc pour vérifier que notre base de données marche, on va avoir besoin de phpMyAdmin. Donc vous allez sur le site de phpMyAdmin. Alors là, je ne vais pas passer par le apt-get install tout simplement parce que la version n'est pas forcément à jour et ne fonctionne pas aussi rapidement que là. Donc vous cliquez sur Download ici. Vous choisissez la version que vous voulez. Donc moi, je vais prendre le tar.gz. Je vais y arriver. Et là, vous copiez le lien direct. Alors ça vous donne un lien qui est super long, mais vous coupez la dernière partie. Voilà, vous prenez que ça. Et là, sur votre commande, ici, vous faites un wget. Alors, je me suis d'abord placé dans le dossier varw, donc cd /var/ww. Ici, je fais mon wget, mon URL.
J'appuie sur Entrée, donc le téléchargement se fait. Si je refais ls, vous voyez, j'ai mon phpMyAdmin qui se situe là. Donc ça, j'ai besoin de le dézipper, entre guillemets, de le sortir de son archive. Donc je fais tar xzf et ici, je mets le nom de mon fichier. Donc phpMyAdmin tar.gz. J'appuie sur Entrée, je refais ls et là, vous voyez, j'ai deux fichiers. J'ai d'un côté le phpMyAdmin dézippé et de l'autre côté le zip. Donc ici, je vais faire rm phpMyAdmin.tar.gz. Donc je supprime le gz et ici, je vais renommer mon phpMyAdmin en phpMyAdmin. Voilà, pour que ça soit plus simple avec la commande mv. Donc ici, hop, si je retourne sur l'adresse de mon serveur, donc 94.23.30, et que je fais /phpMyAdmin, donc là, bon, j'ai un petit problème. Vous voyez qu'il me dit que MySQL n'est pas installé. Donc ce que je vais faire, je vais redémarrer Apache /etc/apache2 /init.d /apache2 restart. Parce que peut-être j'ai pas redémarré en fait après l'installation de la base de données. Hop, j'actualise. Et là, vous voyez que phpMyAdmin fonctionne. Je mets root 1, 2, 3, 4. Et là, automatiquement, vu que c'est un localhost, il n'y a pas de problème, je me connecte. Alors, je vous déconseille, je répète encore une fois, de mettre ces informations-là. Si vous mettez 000, c'est 100% sûr que vous faites hacker. Du coup, voilà, normalement, vous devriez avoir que deux bases. Moi, j'ai fait une tentative d'installation de phpMyAdmin avec apt-get entre-temps et ça m'a créé cette base qui ne sert à rien. Mais voilà, ici, vous avez votre base de données. Donc ici, moi, je veux que mon utilisateur puisse faire des tests. Enfin, mon utilisateur nom de domaine. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une base directement. Donc si vous administrez le serveur, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous allez ici dans Privilèges, vous allez créer un nouvel utilisateur en cliquant sur Ajouter un utilisateur. Vous allez l'appeler, alors moi je le nomme du même nom que le nom de domaine, tout simplement parce que c'est plus simple. Et ici, vous lui dites, vous générez un mot de passe complètement aléatoire, vous lui donnez, comme ça il n'y a pas de problème, et vous générez une base sur laquelle il va avoir tous les droits. Comme ça, vous donnez ça et vous êtes sûr que la personne, en se connectant à phpMyAdmin, ne va pas accéder aux bases supérieures et vous explosez tout le système. Donc voilà, là on a un site qui fonctionne, on a installé PHP 5, on a installé Apache 2 et on a installé MySQL. De quoi on a encore besoin? Mais tout simplement on a besoin déjà d'un certain truc, c'est de la commande mail. Si vous faites cette commande là, donc on va faire un test tout de suite, je vais aller dans cd /home /nom de domaine /www/ c'est tout. Donc là, au passage, je vais revenir un petit peu en arrière, faire un ls-l. Et vous allez voir que le W, je l'ai créé en tant que root. Ça, c'est pas bon. Il faut que je lui donne les permissions pour que ça soit bien le nom de domaine qui puisse écrire dessus. Donc, ce que je vais faire nano /etc /passwd. Donc là, je vais voir le nom de domaine. Voilà, cet utilisateur, son adresse que vous voyez ici, son numéro, c'est 1000. Donc ici, je vais mettre shown ou chown, je ne sais plus comment ça se prononce, et vous mettez www et vous dites que c'est l'utilisateur numéro 1000 et le groupe numéro 1000 qui a les permissions. Voilà, ls-l. Et si vous voulez mettre ça récursivement, vous mettez -r majuscule. Voilà, donc là, comme ça, c'est l'utilisateur. On verra ça après au niveau FTP, ça va avoir vraiment une importance. Donc j'ai dit que je voulais écrire, donc je vais aller dans le fichier index, cd www ls nano index.php et là ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction mail. Mail entre parenthèses, alors à qui je vais envoyer le mail? Je vais me l'envoyer à moi, contact@graphicart.fr. Le sujet c'est mail de test et le message c'est message de test. Donc là, une fois que je charge cette page, je suis censé normalement recevoir un mail. Donc je vais sur nom de domaine.fr. Et ce que je vais faire, là je ne vois pas forcément le résultat, je vais rééditer ma page et je vais faire if. If, entre parenthèses, cette commande marche. Hop, je vais jusqu'au bout en bougeant, donc c'est pour ça que j'aime pas trop la commande nano, c'est pas forcément pratique de se déplacer dans le fichier. Voilà, hop. Echo, mail bien envoyé. Envoyé, hop, comme ça, il y aura une belle erreur d'accent. On teste ça. Donc j'actualise. Et là, vous voyez que ça ne m'affiche pas mail bien envoyé. Tout simplement parce que par défaut, Mail Linux n'est pas capable d'envoyer des mails à l'étranger. Donc ce que l'on va devoir faire, c'est configurer un petit peu l'envoi de mail.
à savoir que moi, pour mes noms de domaine, je ne vais pas gérer la partie réception en installant un serveur de réception de mail sur ma machine, je vais juste envoyer les mails. C'est-à-dire que pour la réception, je vais utiliser Google Apps, donc je ne vais pas me prendre la tête à configurer un serveur de mail. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la configuration de serveur de mail et configurer un petit client email sur votre machine, je vous invite à aller voir le super tutoriel sur la configuration d'un serveur dédié de la ferme du web. Ben voilà, hop. Ici, lui sur la section, il a fait plus de configuration que moi au niveau de la configuration des mails, voilà. Il va vous expliquer comment installer un webmail. Moi, vraiment, mon but, c'est juste que la machine soit capable d'envoyer des mails et pas forcément d'en recevoir. Le côté réception va être géré par Google parce que je trouve ça plus pratique. Donc, moi, j'ai vraiment besoin que de la base. Donc, ce que je fais un apt-get install exim4. Vous appuyez sur OK. Donc, du coup, là, par défaut, normalement, ça ne fonctionne toujours pas. Alors, on va retester. Alors par défaut, malgré qu'il affiche mail bien envoyé, le mail n'est pas parti. Tout simplement parce que par défaut, exim4 est prévu que pour une utilisation locale. Donc on a besoin de le reconfigurer. Vous faites dpkg-reconfigure exim4-config. Vous appuyez sur Entrée. Normalement, vous allez vous retrouver avec cet écran bleu. Et là, vous choisissez que vous voulez avoir une distribution directe par SMTP. C'est-à-dire que votre serveur va pouvoir envoyer des mails. Vous appuyez sur Entrée. Là, il va vous dire le nom qui va servir d'envoi de mail. Alors là, vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi. Moi, je laisse la valeur par défaut. Pareil, je laisse la valeur par défaut un petit peu partout. Je vous laisserai le lire. Mais globalement, ça veut dire que je ne suis pas une machine relais. Il y a pas mal d'informations. Voilà. J'appuie sur Entrée, Entrée, Entrée. Donc là, ça redémarre exim4 juste à la fin. J'actualise ma page. Elle me dit toujours mail bien envoyé. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si je vais sur ma Gmail, ben, vous voyez que j'ai ça. J'ai bien mon email de test qui est parti. Et là, c'est bien le nom de domaine qu'il avait marqué là. Il me met le nom d'utilisateur qui fait tourner Linux. Donc c'est www-data. Donc c'est l'utilisateur par défaut de la page 2. Et là, c'est le nom de domaine que j'avais configuré tout à l'heure dans les fenêtres. Donc là, vous voyez que les mails partent bien. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Mais ça, c'est vraiment nécessaire parce que souvent, on a tendance à oublier cette partie-là et notre serveur n'envoie pas de mail. Donc là, si vous voulez envoyer des mails, juste en envoyer, ben, vous avez juste à faire ces étapes-là. Justement, l'installation d'un webmail est un peu plus complexe, donc là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Après, pour la partie réception, ben, vous pourrez gérer, par exemple, comme moi, par un Google Apps, c'est aussi pratique. Voilà, donc là, j'ai fini avec cette partie-là. Ben, une dernière chose, c'est l'installation d'un système de FTP. C'est-à-dire que maintenant, j'aimerais bien que mon utilisateur nom de domaine puisse accéder à son site et puisse le gérer facilement. Donc, comment faire ? Tout simplement, ici, on va installer PureFTPD avec le support de MySQL. Donc cette installation-là a l'avantage d'être très simple à utiliser. Donc moi, je sais que j'utilise depuis un petit moment et j'ai pas eu de problème, donc c'est sympa. Alors pareil, apt-get install pure-ftpd-mysql. Vous appuyez sur Entrée, vous laissez tout faire. Vous appuyez sur OK. Hop. Et pendant ce temps, tant que c'est en train de se faire, hop, on retourne ici et on va se créer une petite base qui va nous permettre de stocker les utilisateurs PureFTPD et de pouvoir dire quel utilisateur peut faire quoi. Donc ici, on va reprendre pour le coup le tutoriel de la ferme du web qui propose surtout la création des tables plutôt rapidement. Hop, ici. Donc vous allez vous créer un nouvel utilisateur, pareil pour une histoire de permission, que si jamais on se fasse hacker ce compte-là, il n'a accès qu'à ce niveau-là. Donc dans les privilèges, on va ajouter un nouvel utilisateur. On va l'appeler PureFTPD. J'étais pas sur le champ, c'est génial. PureFTPD. On va lui générer un mot de passe qu'on ne va pas oublier de sauvegarder quelque part. Donc moi je le sauvegarde dans ce fichier à côté. Et on va lui donner les droits sur une base que l'on va créer. Et on appuie sur créer un compte utilisateur. Donc là je retourne sur mes bases de données. Je vais sur ma base PureFTPD. On va avoir besoin de créer une table qui contient la liste des utilisateurs. Donc hop, la requête justement elle est déjà écrite là, donc ça va être plus rapide. Vous la copiez et vous la collez dans le champ SQL. Donc globalement, vous pouvez créer pas mal d'autres informations, mais là c'est vraiment la base. Vous choisissez l'utilisateur, donc ça va être le login, son mot de passe, son UID, donc c'est le nom d'utilisateur sur la machine Linux, son groupe ID, donc le nom du groupe sur la machine Linux encore une fois, le dossier sur lequel il va arriver. Donc ici, j'exécute. Donc moi, je veux un premier utilisateur, donc je vais aller dans Insérer. Je vais l'appeler nom de domaine pour correspondre toujours à mon système.
Niveau mot de passe, je vais lui mettre 4.0 encore une fois, histoire d'être pas sécurisé du tout. Le nom, l'UID, ben, c'était 1000. C'est le nom, c'est l'idée de l'utilisateur sur la machine. Pareil, son groupe c'était 1000. Ou là, vous pouvez mettre le groupe de Apache pour pas avoir de problème. Mais à vous de voir. Donc moi, je vais mettre 1000. Et le dossier où il va arriver, c'est /home /www / plutôt nom de domaine /www. Et j'appuie sur exécuter. Voilà, donc ça c'est bien configuré. Maintenant, il va falloir configurer PureFTPD pour qu'il se connecte bien à cette base. Donc ici, on va aller modifier le fichier conf de PureFTPD. Donc /etc /PureFTPD. Vous faites des ls. Là, il faut aller dans conf ou dans db, je crois. C'est des db, ls. Et là, vous éditez mysql.conf. Donc d'abord, MySQL socket, vous laissez. L'utilisateur, on va pas mettre root, on va mettre PureFTPD. PureFTPD. Le mot de passe, ici, on va mettre le mot de passe que j'ai généré et que j'ai bien pris soin de noter sur un document séparé. Et la base de données. Et ensuite le MySQL crypt. Ici, lorsque j'ai sauvegardé, vous voyez que le mot de passe n'est pas crypté. Directement, j'ai 00. Ça, c'est pas propre. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir un système de cryptage. On va mettre MD5 et on va re-sauvegarder. Du coup, de l'autre côté, côté Linux, on va préciser que le cryptage MySQL, c'est bien MD5. Et en bas, vous avez d'autres informations sur les requêtes qui permettent de récupérer les utilisateurs, les quotas ou différentes informations. Donc nous, on laisse par défaut vu qu'on a vraiment pris la configuration de base. On sauvegarde et on redémarre PureFTPD. in.d, PureFTPD et restart. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin du MySQL. Hein. Hop, ouais, ben non, il y a besoin du MySQL. Restart. Donc là, on l'a redémarré et ce que l'on va faire, c'est qu'on va tester. Donc ici, nouvelle connexion. Je vais mettre mon IP 94.23.38.120. Le nom d'utilisateur, c'était nom de domaine. Et ici, 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Je veux continuer. Et là, vous voyez qu'il y a un petit défaut, c'est que je me retrouve quand même au niveau permission super haut. Je peux revenir et voir tous les dossiers système. Alors ça ne me va pas du tout. Là, il va falloir modifier un petit peu la configuration de PureFTPD. Donc ce que vous pouvez faire pour modifier la configuration, c'est aller dans le dossier conf, qui était là tout à l'heure, voilà, c'est des confs, et créer des fichiers, chaque fichier permettant d'initialiser une certaine configuration. Donc par exemple, dedans, et dans chaque fichier, il faut écrire yes ou no, suivant que vous voulez l'activer ou pas. Donc moi je fais echo yes. Alors echo yes, ça me permet d'écrire en fait yes directement dans un fichier, ça m'évite de faire un anneau et tout ça. Et ici je mets chroot everyone. Ça veut dire que tous les utilisateurs n'auront accès qu'à leur dossier racine et ne pourront pas remonter. Alors là, attention, hein, c'était un Y majuscule, je viens de faire un test, ça a fait un échec, donc là j'ai mis yes dedans avec un Y majuscule et j'ai redémarré. Et là, en me connectant, vous voyez que mon dossier racine, c'est bien ça et je peux rien faire d'autre. Donc là, tout de suite, je teste les permissions en créant un nouveau fichier. Créer. Voilà, il peut bien créer, donc là il a bien accès à son système, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, vous avez créé PureFTPD. Donc vous voyez que le gros avantage, c'est que maintenant, si vous voulez créer de nouveaux utilisateurs, vous n'avez plus à taper dans Linux, tout simplement. Vous créez de nouveaux utilisateurs par MySQL et vous n'avez pas de problème à gérer à ce niveau-là. Donc voilà, là vous voyez, vous avez vraiment la base. Vous avez un serveur MySQL, vous avez un serveur Apache qui fonctionne, donc avec PHP 5 et MySQL justement. Vous avez un système qui vous permet de gérer des FTP, vous avez PHP-MyAdmin installé et vous pouvez envoyer des mails. Donc juste un dernier petit point sur la sécurité, un petit peu comment sécuriser un petit peu tout ça. Alors ce que je vous conseille d'abord, c'est de créer un nouvel utilisateur Linux. Donc vous faites add user et on va l'appeler ici graph, comme GraphiCart. Vous appuyez sur entrée, on vous demande son mot de passe Unix. Donc je vais mettre un mot de passe à la con, encore une fois 4.0. Je vous déconseille de prendre le même code que moi, voilà. Je mets aucune info perso et je suis d'accord. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais modifier les configurations SSH. Alors déjà, ce que vous pouvez vérifier, c'est est-ce que cet utilisateur marche. Donc j'ouvre une nouvelle console, je fais SSH graph 94.23.38.120 et appuyer sur entrée. Donc là, il va me demander le mot de passe, si tout va bien. Et je mets 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, vous voyez, je peux me connecter avec cet utilisateur. Mais le problème, c'est que je peux aussi me connecter en route. Et ça, c'est pas forcément super sécurisant. Donc ici, ce que je vais faire,
je vais aller modifier les paramètres de SSH. Alors ça, c'est un truc à faire super attention, parce que si vous faites une connerie, vous risquez de vous trouver bloqué dehors. C'est-à-dire que vous avez mal configuré SSH, donc SSH va redémarrer et vous ne pourrez plus vous y connecter. Du coup, plus changer les configurations et vous allez vous retrouver coincé. Et là, vous allez aller avoir l'air bête. Et c'est ce qui m'est arrivé au début quand j'ai commencé. Donc pour modifier les configurations de SSH, vous faites cd etc/ssh. Et là, vous allez avoir un petit fichier qui s'appelle sshd config. Donc vous l'éditez, sshd config, et vous allez avoir pas mal d'informations. Alors, donc le premier truc à modifier, c'est le port. Alors avant de modifier le port, il est important de vérifier que le port que vous voulez utiliser n'est pas pris. Alors comment faire? Vous faites netstat. Donc ça vous permet d'avoir des informations sur... Alors c'est netstat plutôt, voilà. Des informations sur toutes les connexions qui sont en écoute et tous les ports. Donc ici, si vous voulez tester un port en particulier, vous faites le pipe et vous mettez un grep. Donc ça vous permet de faire une expression régulière et de chercher un truc particulier. Donc là, par exemple, vous voyez que sur le port 6060, je n'ai rien. Bon, on va mettre 6161. Voilà, j'ai rien non plus, donc pas de problème. Vous pouvez configurer comme vous voulez. Alors sur la fin du web, il est 6060, du coup, tous les gens vont configurer pareil. Donc essayez de trouver un port assez chelou pour que personne l'utilise. Voilà, donc là, nous, on va mettre 6161. Je retourne ici. Hop. Ici, je mets en port 6161. Ensuite, vous descendez. Alors, je vais mettre des petits espaces un petit peu pour qu'on s'y retrouve. Alors, ici, vous avez permis root login. Vous pouvez mettre ça à no. Alors, attention, ça veut dire que vous ne pourrez plus vous connecter en route. Alors, si juste avant, vous n'avez pas fait l'opération que j'ai faite, c'est-à-dire de créer un utilisateur Linux, pareil, vous allez vous retrouver bloqué dehors parce que vous allez avoir aucun utilisateur qui aura le droit de se connecter, vu que vous ne pouvez pas vous connecter en route. Donc là, vous laissez à no, du coup, sachant que j'ai l'autre utilisateur qui a bien le droit. Donc, je continue. Permis en un petit password, vous assurez que c'est bien un no, ça veut dire que personne ne peut se connecter sans mot de passe. Et hop. Donc là, vous descendez, et normalement, il n'y a pas trop de problème. Alors, je vais remonter tout en haut, ici, juste après le permis root login. Et là, en fait, on va limiter les utilisateurs qui ont le droit de se connecter à SSH. Donc là, on fait hello users, et on met la liste des utilisateurs qui ont le droit. Donc ici, on va juste mettre graph. CTRL-X. Donc là, j'ai écrit le fichier et maintenant, je vais redémarrer un SSH en faisant un init.d /ssh restart. Donc là, attention, je quitte surtout pas cette fenêtre-là parce que celle-là, je suis encore connecté à SSH. Si j'ai fait une erreur de configuration, je pourrais encore la reprendre de ce niveau-là. Alors que là, si je la ferme, je suis grillé. Alors ce que je vais faire, je vais déjà tester de me reconnecter. Hop, je quitte, exit. Et là, je relance la même commande. Donc j'essaie de me connecter sans port. Et là, il va me dire que non, ça ne marche pas. Si tout va bien. Donc là, il me dit que ça ne fonctionne pas. Donc je dois préciser le port. Donc le port, c'était 6161. Je reteste. Et là, vous voyez, il me demande bien mon mot de passe. Donc j'ai bien mis 4.0. 1, 2, 3, 4. Je crois que je ne sais pas compter. Voilà. Donc là, je me connecte bien. Donc ça veut dire que déjà, ma configuration est bonne. Maintenant, je vais réessayer de me connecter, mais cette fois-ci en route. Il me demande le mot de passe. Hop, je teste. Là, vous voyez qu'il me dit permission denied, donc c'est bon, je n'ai bien pas accès. Donc là, hop, j'arrête. Et du coup, avec la liste, seulement l'utilisateur Graph pourra tester. Donc si quelqu'un veut me hacker mon serveur, il va devoir d'abord trouver le mot de passe de Graph et ensuite faire un sous pour se connecter en route sur le serveur. Donc du coup, ça va lui prendre beaucoup plus de temps de trouver deux mots de passe. Alors, un dernier petit logiciel que je vous conseille d'installer, c'est fail2ban. Donc vous faites apt-get install fail2ban. Globalement, sur Linux, vous avez un super fichier qui s'appelle iptable qui vous permet de bannir des utilisateurs. Donc c'est une sorte de petit pare-feu intégré. Le problème, c'est que vous devez le remplir soit à la main, soit utiliser un logiciel. Donc ce logiciel fail2ban, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va regarder les logs de votre système et voir s'il y a des erreurs. Donc par exemple, si quelqu'un essaie de se connecter à un SSH et se trompe 3 fois, normalement c'est ça. Alors si vous voulez connaître les règles, vous allez dans cd/etc/fail2ban ls, c'est nanojail.conf, voilà.
Alors, il n'est pas forcément super lisible en ligne de commande, mais hop, vous descendez. Voilà, ici, cette règle est activée, donc elle fait appel au fichier qu'on a vu tout à l'heure, c'est SSHD. Et au bout de 6 essais, c'est-à-dire que la personne se plante 6 fois, elle va ajouter l'IP de la personne dans votre table par feu. Du coup, l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Donc ça, c'est un super logiciel qui est bien foutu. Donc après, il y a pas mal d'autres règles. Là, il faut chercher un petit peu sur Google. Il y a plein de règles activées qui peuvent être utiles. Donc, notamment, si vous faites spammer par certains serveurs, vous pouvez dire que s'il y a trop de pages d'erreur 404, automatiquement l'IP est banni. Du coup, ça évitera les robots qui spamment pour trouver des failles. Vous pouvez éviter les robots Woot ou autre chose. Ça, je vous laisse vraiment le découvrir ou aller sur des sites qui sont plus spécialisés que moi, évidemment, au niveau sécurité. Donc au niveau sécurité, pareil, l'IP table, il y a moyen de beaucoup mieux le sécuriser, notamment en bloquant par défaut tout le monde et puis en ouvrant que les ports dont on a besoin. Donc pareil, la ferme du web, je crois, propose un petit chapitre dessus. Donc pareil, vous allez sur ce billet-là, vous cherchez la ferme du web suivi de configurer un serveur dédié. Et là, vous avez, lui aussi, il a fait un petit chapitre sur la sécurité. Et pareil, vous pouvez configurer votre IP table. Donc faire bien attention, pareil, si vous configurez ce système-là, à bien rester connecté et refaire des essais derrière pour ne pas vous retrouver bloqué dehors encore une fois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui sur la configuration d'un serveur dédié. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu déjà comment se connecter à un serveur dédié en utilisant le protocole SSH, avec quel logiciel ou avec quelle commande le faire. On a vu comment installer Apache 2. On a vu comment installer PHP 5, on a vu comment installer MySQL, comment récupérer PHPMyAdmin et le mettre en place rapidement sur le serveur. On a vu comment gérer l'envoi de mail avec PHP, comment installer différentes extensions PHP ou activer des modes. Ça, peut-être on l'a pas vu, je vais vous le montrer tout de suite. Si vous voulez activer des modes pour Linux, pour Apache 2, c'est très simple. Vous allez dans Apache 2, vous cherchez les modes available. Et par exemple, ici, vous voyez que vous avez la réécriture d'URL. Si vous voulez l'activer, c'est A2EN mode. Hop, mode. Et là, vous mettez rewrite. Voilà, et le module va s'activer tout seul. Et après, vous avez juste à faire un cd Apache 2, init.d plutôt. Et faire un petit restart. Là, comme ça, j'ai activé par exemple la réécriture d'URL. Donc, je continue. On a vu comment bien configurer. Et enfin, on a vu comment installer PureFTPD pour configurer des accès FTP à notre serveur. Et enfin, comment installer File2Ban pour un petit peu de sécurité. Et enfin, comment configurer SSH pour avoir un petit peu plus de sécurité en changeant le port et en interdisant l'accès route. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment utiliser un serveur dédié. Surtout si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à poster sur le forum.